Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc moi, je m'appelle Lise, je travaille à la librairie Scientia et en fait, on est très heureux d'accueillir Michel Francard ce soir. Donc en fait, cette conférence fait partie d'un cycle de conférences qu'on a lancé l'année dernière avec le Mumons et dont on est très content. Et donc je remercie évidemment le Mumons et l'Umons pour l'accueil et cette super collaboration dont nous nous réjouissons qui nous permet à chaque fois d'explorer différentes disciplines. Donc ici, c'est la 4e conférence de ce cycle. Et donc le but, c'est de vulgariser différents domaines issus des sciences ou des sciences humaines, chaque fois en se basant sur un ouvrage récent pour les rendre accessibles à tous. Et donc aujourd'hui, notre intervenant du jour, c'est un linguiste, donc Michel Francard, professeur émérite de l'UC Louvain. On remercie évidemment Michel Francard pour sa présence. Et donc aujourd'hui, il va vous présenter une conférence inspirée de son livre, donc 200 expressions wallonnes et bruxelloises à savourer, qui est paru récemment aux éditions de Book. Et il vient également de publier un nouveau livre il y a à peine quelques jours, cette fois-ci aux éditions Le Robert, qui s'intitule « Ça se dit comme ça en Belgique ». Donc vous l'avez compris, le thématique de la journée de la soirée plutôt, ce sera les belgicismes. Et maintenant, je vais laisser la parole à Elisabeth Castado et Stéphanie Delnest de l'Institut de recherche langage qui vont présenter l'auteur. Et donc moi, je vous retrouve après pour les questions-réponses. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis de notre université, de son musée, le Mumons, et de la librairie Scientia, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir ce soir donc, pour une conférence de Michel Francard. Alors, je viens ici donc pour présenter cette personnalité au nom de l'Institut Langage, pour lequel j'ai le plaisir d'être vice-présidente. Et je vais partager cette tâche d'introduction et de présentation de notre conférencier avec ma collègue Stéphanie Delnest. Nous travaillons toutes les deux donc, pour l'enseignement du français dans la faculté de traduction-interprétation de l'Université de Mons. Donc, nous sommes chargés, lourde tâche, de vous présenter aujourd'hui notre conférencier, Michel Francard, un grand professeur, un homme qui a consacré sa vie à prouver que, oui, nous parlons bien français en Belgique, mais avec un petit quelque chose en plus. Un homme qui, lorsqu'on lui demande s'il pleut, ne répond pas simplement oui ou non, mais va tout d'abord analyser longuement l'origine du mot drache. Après un doctorat en philosophie et lettres, vous êtes devenu professeur à l'Université catholique de Louvain, où vous avez créé en 1989 le centre de recherche Valibel, dédié à l'étude de la variation linguistique du français en Belgique. Vous avez été également prorecteur aux relations internationales de 2004 à 2009. Et puis sur le plan des enseignements, puisque je vois quelques étudiants dans l'Assemblée, vous avez donné le cours de variété géolinguistique du français contemporain que j'ai eu le grand plaisir de suivre il y a quelques années déjà. Et puis, peut-être surtout, le cours de grammaire française, cours pour lequel j'ai eu l'honneur d'être votre assistante pendant plusieurs années également. Vous n'êtes pas, Michel Francard, qu'un collectionneur de nos particularismes de langue, puisque vous avez coordonné de 2002 à 2005 le réseau Études du français en francophonie de l'Agence universitaire de la francophonie, contribuant ainsi à faire connaître et reconnaître la richesse des différentes variantes du français à travers le monde. Plusieurs d'entre nous connaissent peut-être aussi Michel Francard pour ses chroniques langagières. Vous avez de ces mots parus pendant de nombreuses années dans les colonnes du journal Le Soir. Une des œuvres principales de Michel Francard est bien sûr le Dictionnaire des belgicismes, publié en 2010. Et dans cet ouvrage, on peut retrouver plus de 2000 mots, de l'aubette à la zine, et reconnaissance suprême, depuis 2008, Michel Francard est chargé de la révision des entrées consacrées au français de Belgique dans le dictionnaire Le Robert.
Donc, autrement dit, c'est lui qui décide si nos belgicismes sont dignes de figurer dans le dictionnaire de référence du français. Alors, ces travaux lui ont aussi valu plusieurs prix, entre autres le prix Élisée Legros, le prix Albert d'Opagne, d'autres encore. Et autre point à citer également, Michel Francard n'est pas qu'un collectionneur de nos particularismes du français de Belgique, il est également passionné par les langues régionales de Wallonie et il a publié un dictionnaire des parlers wallons du pays de Bastogne, puisque après tout, pourquoi se limiter à une seule langue quand on peut en aimer plusieurs ? Ce soir, Michel Francard vient nous présenter son avant-dernier ouvrage, désormais. Donc 200 expressions wallonnes et bruxelloises à savourer, qu'il a rédigé en compagnie de Jean-Jacques de Gaint, docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles, mais aussi président du Cercle d'histoire de Bruxelles. Dans cet ouvrage, que vous retrouvez à l'entrée de l'amphithéâtre pour l'achat si vous le souhaitez, le lecteur apprend tout ce qu'il faut savoir pour mieux appréhender des tournures telles que, et j'espère vraiment les prononcer comme il convient, reviette de binge, qui est une expression connue à Mons, mais je ne suis pas de Mons, pour caractériser quelqu'un qui ne serait pas bien habillé, ou il a tout dit à une pièce à mettre au trot, expression attoise, voire tournaisienne, parce que c'est de là que je viens et on l'a dit aussi, pour signifier qu'on n'obtiendra pas le dernier mot auprès de la personne concernée. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, je vous propose de réserver un accueil très chaleureux à ce professeur, à cet homme qui nous a permis de déclarer, oui, je dis tantôt et bourgmestre, et c'est dans le dictionnaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de me retrouver ici. C'était le cas il y a 2-3 ans. Et je me suis tellement bien plu que lorsqu'on m'a proposé de revenir, je n'ai pas hésité. Je voudrais remercier du fond du cœur les 2 collègues, Elisabeth et Stéphanie, qui ont eu des mots trop gentils à mon égard. Je voudrais aussi remercier la librairie Scientia, qui est un peu à l'origine de cette manifestation, et vous dire que quand on a des réflexes pédagogiques, on ne change pas beaucoup. Donc le titre de l'ouvrage, c'est le plan de mon exposé ce soir. Des expressions wallonnes, bruxelloises. Savourez, ça c'est pour après, quand vous aurez la lecture. Alors, il n'y a aucune difficulté à ce qu'après la conférence, on réponde à des questions qui débordent largement ce cadre-là, donc n'hésitez pas. Mais je vais me centrer surtout sur cet ouvrage, même si, au départ, je me permets déjà de déborder. Je suppose que ça ne vous a pas échappé, si vous êtes présent dans les librairies régulièrement, tout ce qui est livre portant sur les expressions a le vent en poupe. Il y en a de tous les sens et dans toutes les directions. Et il est intéressant de savoir, pour certains d'entre vous, je suis sûr que ce nom va leur dire quelque chose, c'est que ce mouvement a été lancé, pour ce qui concerne en tout cas la francophonie, par Claude Duneton. Claude Duneton, c'est ce fameux auteur de La puce à l'oreille, où il explique toute une série d'expressions qui ne sont pas transparentes. Mais quelle expression est transparente? On va y revenir. Et notamment, la puce à l'oreille, c'est tout sauf une puce et une oreille. Bon. Donc, on a filé la métaphore, si j'ose dire, avec toute une série de livres. Et vous voyez que, en fait, ici, Pivot s'y est mis, bien entendu, pourquoi pas, on va même dans des registres tout à fait nuls. La fin des haricots et autres mystères français, donc l'imagination est au pouvoir. Et puis, il y a alors cette veine intéressante, les expressions de nos grands-mères. Ça revient plusieurs fois. Donc très clairement, dans l'imaginaire, non seulement de l'éditeur et des auteurs, mais sans doute celui des lectrices et des lecteurs, les expressions renvoient à une réalité qui véhicule une sorte de paradis perdu, comme les confitures de grand-mère ou que sais-je encore. Et effectivement, c'est vrai que pas mal d'expressions que vous connaissez bien
ont un passé très, très ancien. Alors, juste pour vous rappeler ceci, pour votre documentation, en français, je parle ici du français de France, les plus anciens dictionnaires sont ceux de Gabriel Meurier, donc en 1577. Évidemment, je dis 77, je ne me pique pas du 77. Hein. Et donc, vous vous rendez compte, on est ici 16e siècle. Hein. Et l'autre qui est plus connu encore que celui-ci, mais qui est plus récent, c'est celui d'Antoine Houdin, Les Curiosités françoises de 1640. Pour situer cela dans le temps, ces deux dictionnaires sont donc antérieurs à la première édition du dictionnaire de l'Académie française, qui est de 1694. Et quand vous regardez le dictionnaire de l'Académie, vous constatez que toute la matière qui a été accumulée par des gens comme Meurier ou Houdin, et que certains académiciens connaissaient, hein, cette matière-là ne figure pas dans le dictionnaire de l'Académie, ce qui est un choix volontaire. L'Académie ne souhaitait pas qu'il y ait trop de populaire, de vulgaire dans son dictionnaire. Et c'est ce qui explique aussi qu'aujourd'hui encore, quand vous regardez un ouvrage comme Le Petit Robert, pour prendre un excellent dictionnaire, finalement, la composante parémiologique, donc les proverbes, etc., est très peu représentée. Très, très peu représentée. Donc ce sont souvent d'autres ouvrages qui se chargent de combler cette lacune sur les proverbes et les sentences. Je vous disais qu'il y a des expressions que nous connaissons bien et qui sont donc très anciennes. Alors j'ai repris ici un extrait de Gabriel Meurier. Donc, et regardez ce qui est en premier lieu ici. À chacun pot son couvercle. Ça vous dit quelque chose? À chacun pot son couvercle. On y reviendra. D'accord? Ou alors, chez Antoine Houdin, d'accord, il n'y a si méchant pot qui nous trouve son couvercle. C'est en fait l'équivalent du premier. Mais c'est plus proche sans doute de l'expression que vous connaissez et sur laquelle nous reviendrons. Donc cette expression que nous allons retrouver après et qui est partout en Wallonie, d'accord, en wallon, en picard, etc., cette expression, on la trouve dans des dictionnaires comme ceux-là. Et ça vous montre au passage, mais je ne vais pas faire une nouvelle digression, ça vous montre au passage que la matière que les dictionnaires parisiens ont perdue est énorme par rapport à la matière que la périphérie a conservée dans sa tradition orale d'abord et aujourd'hui dans ses livres écrits. C'est intéressant quand même. Quand on parle de l'apport de la francophonie hors Île-de-France, on peut penser à des choses comme celle-là. Alors évidemment, que des proverbes soient anciens dans le temps, c'est une chose. Qu'ils soient venus jusqu'à nous avec le même sens, ça c'est autre chose. Et je vais tester ça avec vous ici. Vous connaissez évidemment l'expression « qui vole un œuf vole un bœuf ». Qu'est-ce que ça signifie? Oui, un tout petit peu plus haut. Voilà, qui commence à voler petitement, finira par voler grandement, si j'ose dire. Vérifions. Ah, je prends le petit Robert. La personne qui commet un petit larcin, on commettra de plus grands. C'est exactement ce que vous venez de dire. Parfait. Parfait. Mais ce n'était pas le sens original. Chez Meurier, que vous connaissez bien maintenant, c'est votre ami, au pauvre, donc au pauvre, un œuf vaut un bœuf. Au pauvre, à quelqu'un qui est pauvre, un œuf vaut un bœuf. Et vous voyez là qu'il y a une toute autre traduction à donner. Pour quelqu'un qui a très peu de ressources, lui prendre petitement, c'est lui voler beaucoup. D'accord? Peu importe la valeur de l'objet, le préjudice peut être très lourd pour les plus démunis. Alors, il y a bien sûr des parallèles sémantiques, on est d'accord, mais avouez que l'expression originale a quand même pas mal changé de sens. J'aime bien cette formule d'Hunton que j'ai reprise sur la diapositive. En fait, il vous dit là, hein, vous savez lire aussi bien que moi, il vous dit là que finalement, tous ces proverbes, toutes ces expressions, ça fait partie d'un monde dans lequel nous nous trouvons, que nous vivons, d'accord, et qui forme une sorte de spécificité.
Et j'aime bien la formule, cet aspect de notre patrimoine langagier constitue peut-être la plus sincère partie de nous-mêmes. Et ça aussi, je pense que à chaque fois que nous entendons des expressions qui nous viennent parfois de très loin, il y a une partie de nous-mêmes qui est impliquée et qui nous les fait apprécier. Alors, on n'est pas encore dans le cœur du sujet, mais en Belgique aussi, nous avons nos expressions. Vous pouvez en donner ? Pardon ? Oui, donc ce que j'appelle expression, c'est évidemment plus qu'un verbe, donc il faut au moins 2 ou 3 éléments. Pardon ? Le franc vient de tomber. Mon franc vient de tomber. Oui, c'en est une, bravo. Oui, la pièce est tombée, le franc vient de tomber. Oui. C'est juste. Mais ce n'est pas du français. C'est pas du français. Je suis toujours sur le français pour le moment, mais oui, je la connais aussi. Je la connais aussi. Donc, remarquez qu'il y a eu quelques secondes d'attente qui n'étaient pas dues à votre timidité. C'est parce que si je vous avais demandé « donnez-moi un belgicisme », Drage serait venu tout de suite. Donc, en réalité, ça vous fait réfléchir à une autre dimension. Vous connaissez très bien certains belgicismes, mais des expressions belges, ça c'est beaucoup plus compliqué à retrouver. Pourtant, il y en a un paquet. Tire ton plan, puis je vais vous en donner ici quelques-unes, etc. Mais la difficulté, c'est que nous ne les repérons pas comme belges. Comme rien du tout d'ailleurs. Regardez par exemple celle-ci, morte sur sa chic. C'est bien de chez nous. Il n'y a que chez nous qu'on mord sur sa chic. Et, petit rappel au passage, la chic, c'est la chic de tabac. Bien sûr. Hein. Garder l'église au milieu du village, c'est aussi bien de chez nous. Enfin, on le dit partout chez nous, mais on le dit en France aussi, dans quelques régions. D'accord ? Et j'ai toujours plaisir, quand je montre cette expression, à préciser qu'aujourd'hui, il y a une adaptation. Parfois, les gens ne me croient pas, mais faites l'enquête. On parle aussi de mettre la mosquée au milieu du village. Et il n'y a pas que chez nous qu'on le dit, je l'ai repéré en Suisse également. D'accord ? Donc ce n'est même pas pour rire, d'accord ? C'est vraiment une adaptation. Jouer avec les pieds de quelqu'un, eh bien oui, c'est une expression de chez nous. Alors vous dites, ah oui, bon, d'accord, c'est une expression de chez nous. Bon. Mais savez-vous qu'en dehors de chez nous, entre guillemets, personne ne la comprend ? Personne ne la comprend. Et je raconte toujours l'anecdote suivante. Il y a quelques années, rappelez-vous, la Wallonie était vent debout contre les accords du CETA, je crois. En tout cas, un accord commercial. Et Paul Magnette était régulièrement sur la scène. Et à un moment donné, il se fâchait, hein, puisqu'on bloquait tout. Il dit, il ne faut pas jouer avec les pieds des Wallons. Le lendemain, j'avais dans mon fil de lecture un billet de l'Orient le Jour, qui est un quotidien francophone du Liban, qui reprenait les mots de Paul Magnette, et puis qui après donnait la traduction. MDLR, donc ne pas ennuyer les gens jusqu'à les exaspérer. D'accord ? Ça vous montre aussi qu'une expression, que ce soit du français ou du wallon, peu importe, ou du picard, une expression n'est compréhensible que dans la communauté où elle est pratiquée. Que veut dire jouer avec les pieds de quelqu'un ? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas facilement le deviner. Alors il y a des expressions aussi chez nous en Belgique qui viennent de très 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 loin. Franc battant, rassurez-vous, j'avance. Franc battant, vous vous dites, ah oui, c'est franc, franche, hein, d'accord, et battant, battant, oui. Alors pour battant, c'est simple, c'est comme tambour battant. Et franc, eh ben non, ce n'est pas franc. C'est une forme ancienne, participe présent du verbe que vous connaissez bien, férir. Sans coup, férir. Et le participe présent, c'est ferrant. Eh bien, c'était ferrant battant. Et le « et » est tombé. D'accord ? Donc, littéralement, c'est frappant, frappant. D'accord ? Et une dernière pour la route. Ça, c'est une belle. Donc, vous connaissez l'expression, hein, gagner ou rater, ça dépend un peu. La montre en or, oui,
Ça vous parle? Pas trop? Ah, vous deviez lire plus souvent les chroniques sportives, hein, parce que là, ça pleut. Ça pleut, telle vedette a raté la montre en or, c'est énorme. Alors j'ai longtemps cru que la montre en or en question, c'était la montre du poignet, qui était en or, donc c'était quelque chose qui avait du prix. Puis un jour, je suis tombé sur un texte qui vient de Gand, à une époque où la bonne société gantoise parlait français, bien entendu. C'est une société royale d'agriculture et de botanique qui notamment faisait des concours de démonstration de chevaux. Et il y avait un prix qui était celui de la montre en or, de la montre d'or. C'était en fait montre dans le sens de monstration. Donc la montre en or, c'est en fait celui qui gagne parce qu'il a été le plus séduisant au moment du concours. Alors il faut de la chance pour tomber sur, évidemment, une explication comme celle-là, et pour une comme ça, il y en a 50 autres pour lesquelles on se demande d'où ça peut venir. Toutes ces expressions sont tirées de 2 livres et du dictionnaire des belgicismes, donc je vous y renvoie si vous le souhaitez. On va commencer par les bruxelloises, parce que je ne suis pas bruxellois, alors il faut quand même être... Puis mon co-auteur n'est pas là, donc je lui dois bien ça. Alors, on parlera dans quelques minutes des langues romanes de Wallonie, picard, wallon, etc. Vous allez constater que ça n'a pas grand-chose à voir en termes de langue avec ce qu'on appelle bruxellois. Alors, en fait, le bruxellois, si Jean-Jacques était là, il ne serait pas content, mais je vais le dire en son absence, ça n'existe pas vraiment. Il existe une sorte de continuum entre 2 extrémités. Et à une extrémité, vous avez le flamand de Bruxelles, Brussels Vlaams, et à l'autre extrémité, vous avez le français de Bruxelles. Eh bien, le bruxellois couvre tout ce continuum. Quand vous êtes du côté Brussels Vlaams, comme je vais vous le montrer, c'est excessivement compliqué à comprendre pour un francophone. C'est une syntaxe flamande, ce sont des mots flamands et de temps en temps des mots français qui sont introduits. C'est du bruxellois, oui. Et à l'autre côté du continuum, vous avez une syntaxe française, une morphologie française, et là, parfois, quelques mots flamands. D'accord ? Le Brussels Vlaams, pour que ce soit aussi clair pour vous, c'est pas du néerlandais, hein, on parle bien ici du flamand, tel qu'il est parlé à Bruxelles. Certains appellent ça parfois Tiwa. D'accord ? Alors je ne vais pas me piquer de le prononcer, mais enfin, vous vous souvenez quand même, vous avez fait un peu de néerlandais. Regardez ce que ça donne en néerlandais. Ik ga naar de kruidenier, d'épicier. Et regardez ce que ça donne à Bruxelles, en bruxellois, Brussels Vlaams. Ik ga naar de épicier. Oui, mais en fait, c'est comme les autres variétés de flamand qu'on trouve dans toute une série de villes de Flandre. D'accord ? Alors, à côté de ce Brussels Vlaams, il y a ce que mon ami Jean-Jacques appelle le Beulemans. Donc, c'est l'autre partie du continuum. C'est du français à la Beulemans, le mariage de Mademoiselle Beulemans, où vous avez une syntaxe qui est parfaitement française, une morphologie qui est pratiquement française aussi, mais de temps en temps, il y a une tournure, il y a un mot qui fait bruxellois. D'accord ? Alors, un exemple de la partie Brussels Vlaams, j'ai repris évidemment la célébrissime expression schrijven architect. Donc, littéralement, architecte tordu. Vous la connaissez ? Oui, d'accord. Alors, ce qui est amusant, c'est que chaque fois qu'on va à Bruxelles et qu'on leur demande quelle est l'expression qu'ils connaissent le mieux, c'est souvent celle-là qui sort. Et en même temps, alors tout de suite, il y a une sorte de légende urbaine qui arrive et dit « Ah oui, mais ça c'est Poulart, c'est l'architecte Poulart, celui donc du palais de justice, à cause duquel on a en fait éliminé tous les quartiers pauvres autour du palais de justice pour pouvoir le construire, etc. Et donc, dit la légende urbaine, Poulart était très très mal vu, notamment des habitants des Marolles qui subissaient cela, et qui donc l'avaient traité de schrijven architect.
Alors il y en a qui ont un peu raffiné l'explication en disant « Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est au moment où Poulard travaillait, il avait engagé pas mal de personnes en fait, d'origine anglaise, qu'il appelait Chief Architect. Et donc les gens des Marolles, eux, ont transformé ça en Chief Architect. Voilà. Je vous le donne pour ce que ça vaut, d'accord? Si non è vero e bene trovato, mais franchement, on n'en sait rien. Alors, voici plutôt une expression du type Beulemans, d'accord? Il est aussi nerveux qu'une tranche de Kip-Cap. Alors, peut-être que tout le monde ici sait pas ce que c'est que le Kip-Cap. Qu'est-ce que c'est que le Kip-Cap? Oui, alors, c'est la tête pressée, mais une version très, très tremblante de la tête pressée. Donc, à Bruxelles et en Wallonie, hein, on a des versions plutôt dures et d'autres tremblantes. D'ailleurs, à Bruxelles, ils appellent leur Kip-Cap le Royal Tremblant. Alors forcément, ça bougeotte sans arrêt. Et donc, pour quelqu'un qui est nerveux, on dit, voilà, il est aussi nerveux qu'une tranche de Kip-Cap, avec l'accent, que je n'ai pas. Voilà, il y en a donc 98 autres dans le livre, hein, avec l'explication et le commentaire. Expression wallonne. Petit rappel. Je suis sûr que vous savez ça, mais on peut toujours rappeler. En Wallonie, il y a plusieurs langues romanes régionales. D'accord? Il n'y a pas que le wallon, il n'y a pas que le picard. Il y a ici, dans le sud, ce qu'on appelle souvent le gaumet, mais c'est une variété du lorrain. D'accord? Donc c'est partagé avec la Lorraine française qui se trouve ici. Et même pour l'anecdote aujourd'hui, vous aviez ici 5 villages à la frontière de la Champagne qui parlaient champenois. Aujourd'hui, je pense que je peux compter les locuteurs champenois sur mes 2 mains, je pense. Le lorrain est très, très déliquescent. Par contre, le wallon et le picard se portent relativement bien. C'est une autre conférence. Donc, il y a 4 langues romanes en Wallonie. Et bien entendu, pour le wallon, qui est la plus répandue, il y a des variétés, d'accord, que vous voyez ici. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ça? C'est parce que dans le livre, j'ai vraiment veillé à ce que chaque langue et chaque variété de langue soit illustrée. Donc c'était un principe que je m'étais donné. Je voulais qu'à peu près toutes les régions aient un même nombre d'expressions qui les représentent. Alors bien entendu, dans le livre, je cite par exemple pour Mons une expression, d'accord, mais elle peut se retrouver partout ailleurs en Wallonie. Mais je donne la forme de Mons. Voilà. Souvent, je fais le test quand on me demande, tiens, oui, c'est des langues, oui. Alors, regardez ceci, pour désigner évidemment un couvre-chef. Hein. Est-ce que vous êtes Chapais, Chapi ou Capio? Alors, normalement, ici, vous devez être Capio, hein, d'accord? Chapi, c'est plutôt les Gaumets, donc le sud, et Chapais, c'est la forme wallonne globale. Et dans la Wallonie proprement dite, vous avez Chapais, d'accord, qui est la forme de Liège. Vous avez Chapia, qui est la forme de, on l'a dit, oui, qui est la forme de Charleroi. Parfois, on trouve aussi Capia à Charleroi, et alors Tchepé qui se trouve plutôt dans l'Ardenne méridionale. D'accord ? C'est beau, cette diversité. Elle se réduit aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure que quand on parle de langue à Bruxelles ou de langue en Wallonie, on ne parle pas des mêmes choses. À Bruxelles, on n'a pas de recherche linguistique de grande envergure. Il y a quelques livres, hein, bien sûr, mais en Wallonie, il y a une tradition séculaire d'études des langues romanes. Et il y a notamment ce magnifique atlas linguistique de Wallonie qu'on doit à l'Université de Liège. Voilà, nous sommes ici, à Mons. Voici une belle carte, c'est la carte parlée, donc l'action de parler. Et regardez, c'est très pédagogique. Suivant l'enquête qui a été faite, on a repéré quelle était la forme du verbe parler, et vous voyez que se dégagent de grandes zones. Donc, par exemple, à Liège, parler, c'est le type jaser. Donc, on jase wallon à Liège. Dans le centre, et une grande partie d'ailleurs du sud, c'est Namur. Là, on jase wallon, on cause wallon.
c'est le type causé. Et ici, à Mons, comme dans une bonne partie de l'Est, on parle wallon. D'accord? Ou picard, ou autre chose, mais on parle. D'accord? Donc, grande diversité, mais qui est très bien étudiée. Alors voilà, je vous donne quelques exemples. Si je vous avais demandé quelle expression vous connaissiez en rapport avec Liège, je suis sûr que vous auriez donné celle-là, hein, Qu'une affaire à Liège. Qu'une affaire à Liège. Pourquoi Liège? Il y a des raisons historiques. En fait, le mouvement d'étude du wallon est surtout parti de Liège. Et Liège, comme principauté, s'est toujours affirmé comme étant associé au wallon. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut souligner. Et si maintenant je vous demandais pour Namur, est-ce qu'il y a une expression que vous connaissez et que vous associeriez à Namur? Ah, Libia Bouquet, oui, c'est le titre d'une chanson, bien sûr. Ce n'est pas une expression, mais c'est le titre d'une chanson très connue là-bas. C'est l'hymne national des Namurois, oui. C'est comme le doudou ici. Non? Alors, vous la connaissez, hein, je vous la donne. Vive Namur Poto. Ça ne vous dit rien? Ah, vous devez lire le livre, hein, ça, alors franchement. Okay. Alors, donc c'est tout simplement Vive Namur pour tout. Et puis il y a une suite, mais ça je ne vais pas vous la donner, qui est nettement moins romantique, hein, donc allez la voir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ici à côté l'esquisse de Félicien Rops, qui est, comme vous le savez, bien sûr, namurois? Parce que dans sa correspondance, et notamment dans sa correspondance avec des amis français, Félicien Rops mettait régulièrement du wallon. Et il mettait notamment l'expression, ça a été retrouvé dans ses lettres, « Vive Namur Poto ». Il a envoyé cela. Et pourquoi est-ce que je cite cette anecdote? C'est pour vous rappeler quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que le wallon, le picard, jusqu'au début du XXe siècle, était parlé par toutes les couches de la population, y compris les notables. Qui croyez-vous qui a écrit le wallon ou le picard en premier lieu? Des gens qui avaient de l'instruction. À Liège, c'est au XVIIe. Vous n'imaginez pas quand même que c'était le petit commerçant de Liège qui écrivait des textes en wallon. Ce sont les aristocrates. D'accord? Donc, jusqu'au début du XXe siècle, toute la Wallonie parlait une langue. Et la différence entre justement les classes érudites et les classes qui étaient moins favorisées, c'est que les classes favorisées parlaient justement les deux, le français et le wallon ou le picard, tandis que les classes défavorisées ne parlaient que le wallon. Charleroi, il y aurait beaucoup de choses à dire pour Charleroi, mais je vous la donne quand même. Hein. Il est comme le coucou, il n'est plus au betch coucou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça se dit aussi en picard. Hein. Pas comme ça, mais ça se dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, littéralement, il est comme le coucou. Il s'agit bien de l'oiseau ici. Hein. Il est comme le coucou. Il n'a plus de betch qui de cou. Il n'a plus de bec, que de cou, que de cul. D'accord? Alors, c'est à prendre évidemment dans un sens métaphorique. Avoir plus de bec, donc plus de bouche que de cul, c'est avoir plus de paroles que d'actes. C'est ça que ça veut dire. On parle ici de quelqu'un qui fait beaucoup d'effets de manche, d'effets oratoires, mais ça n'est pratiquement jamais suivi de conséquences concrètes. Alors, remettez vos lunettes pour lire celle-ci. Ça vient de Saint-Hubert. Ah oui, Charleroi, j'ai mis Spirou, évidemment. Hein. Ouais. Spirou, qui est un mot wallon. Hein. Spirou est le nom wallon de l'écureuil. Hein. Alors ici, j'ai mis Saint-Hubert. Saint-Hubert qui, quand il a vu le cerf crucifère, a remis ses lunettes pour être sûr de bien voir. Bonjour lunettes, Orveille Braillette. Tout le monde comprend? Cherchez pas trop loin, hein. C'est comme en français là, d'accord? Ouais. Alors, dans le livre, j'explique qu'on trouve chez Littré une expression, chez Littré, au 19e, une expression très proche, qui est « bonjour lunettes, au revoir fillette ». D'accord? Bon, je vous laisse méditer là-dessus.
on était sur du wallon. Vous voulez du gomet? Il aime die bouffe. Nem die bouffe. Alors, ce qui vous surprend probablement, sans que vous en soyez conscient, si. Parce que figurez-vous qu'en gomet, la négation, c'est ne mille. Ne mille. Donc, au lieu de ne pas ou de ne nain en wallon, c'est ne mille. Donc, il n'a pas dit bouffe, il n'a pas dit un mot. Allez. Je vais quand même vous taquiner encore un peu. On parle le picard à Mons. Le premier dictionnaire sur le parler régional de Mons, c'est celui de Sigard, 1866, et il s'intitule « Dictionnaire du Wallon de Mons ». Est-ce que brusquement, il y aurait eu une sorte de grand remplacement linguistique? Pas du tout. Il est évident qu'au moment où Sigard faisait son dictionnaire, on parlait déjà picard à Mons. Mais à l'époque, la conscience de la dénomination des langues n'était pas celle qu'on avait aujourd'hui, et toutes les études qu'on a pu faire n'étaient pas disponibles. Et donc, il y avait une sorte de mot global, wallon, pour désigner ce qui était parfois appelé patois également. Bref, qui n'était pas le français. D'accord? Alors, on ne va pas jeter l'opprobre sur les gens de Mons, parce que quand je vais un peu plus loin, je lis ceci. Cabaret, wallon, tournésien. Eh bien, c'est du picard quand même là-bas aussi. Cabaret, wallon. Et quand vous voyez l'affiche, je dirais un lapin, là, vous voyez toute une série de mots qui n'ont rien à voir avec du wallon et qui sont du picard. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des contorsions terminologiques du genre Wallonie picarde, etc., etc. Hein, bien sûr. Allez, en voilà un très beau, je trouve. Donc on dit de quelqu'un qui a été fâché d'un camige de Camille. Littéralement d'abord, fâché. Ça, c'est déjà un problème pour les personnes qui n'ont pas des cheveux aussi blancs que les miens. C'est presque habillé, presque. Non, pas fabriqué. Non, c'est emmailloté. Emmailloté. À l'époque où on emmaillotait, vous savez, en entortillant les bébés dans des bandes. Donc on dit de quelqu'un qu'il a été emmailloté dans la chemise de son père. Ça, c'est le sens littéral. Et quel est le sens? Et le vrai sens. Pardon? Oui, alors, c'est gâté. Alors, il y a une expression française qui est très proche. Voilà, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est exactement la même chose. D'accord? Une très belle aussi. Alors, on passe à la tournée. J'essaye de varier un peu quand même, hein, au cas où il y aurait des tournésiens parmi nous. Quand même. Prem chez Meken et deux chez Rennes. Donc, littéralement d'abord, premier, c'est Meken. Mesquine en ancien français. Pas maîtresse, non? Servante. La première, c'est la servante. Et la deuxième, c'est la reine. C'est facile, le picard. C'est la reine. La première est la servante, la deuxième est la reine. À quoi est-ce que ça peut bien s'appliquer? Et à nouveau, avant que vous ne répondiez, remarquez qu'on a ici une dizaine de mots et ça renvoie à des situations extrêmement profondes dans la vie de tous les jours. Que vise-t-on ici, à votre avis? Le mariage, exactement, et plutôt le remariage. La première épouse, elle joue le rôle de servante, et la deuxième est la reine. Donc on parle de sagesse populaire. Hein? Alors, hâte aussi, c'est dans le monde picard.
Alors, hâte, on dit hâte, ubati, surok. C'est un peu la variante ch'ti, quand vous venez dans le nord, vous pleurez 2 fois, une fois quand vous arrivez, une fois quand vous repartez. Donc, on ne peut pas oublier hâte, parce que hâte a été bâti sur roc, et c'est sûrement, le géant en tout cas, est d'accord avec cette prof. Hâte, ubati, sur roc. Je sais que le Mons, parler de Mons, c'est pas le parler du borinage, donc j'ai mis un peu quelque chose du borinage. On va t'amener au Sèche à Mont. On va t'amener au singe à Mons. C'est dire l'estime profonde, chers amis montois, que le borinage vous témoigne. D'accord ? C'était une menace pour les enfants. Ah oui, c'est une menace pour les enfants. C'est comme dans toute une série de villages de Wallonie, on disait on va t'envoyer baiser le cul de la vieille femme de la ville. D'accord ? Il y a cet antagonisme entre la ville et les environs, si vous voulez. Il y a beaucoup de variantes. On revient à Mons. Vous connaissez ça, non ? Il vaut mieux un mouchon d'un semaine que 2 se aillent. Oui, donc un sens littéral d'abord, comme ça tout le monde est... Il vaut mieux un oiseau dans sa main que 2 sur la haie. C'est un proverbe qu'on trouve partout en Wallonie, mais voilà la forme qui est donnée à Mons. Et pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que ça signifie ? Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Au passage, petite parenthèse, donc dans les 100 expressions que j'ai commentées, aucune n'est une traduction. J'ai donc vraiment un problème avec le micro, monsieur. J'ai vraiment pris des expressions qui étaient avec une forme spécifique à nos parlers et pas des traductions du français. D'accord ? Quand le bac est vide, les pourceaux se démontent. Quand le bac est vide, les cochons, les pourceaux, les cochons se démènent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, en fait, quand on est privé de quelque chose, ou quand on est dans une situation délicate ou difficile, eh bien, ça se démène. C'est une situation que notre classe politique connaît bien. Il faut faire très attention aux cochons qui ont le bac vide, évidemment. Encore une expression que j'ai reprise pour Mons, mais qui se trouve partout en Wallonie, connue comme sous. Donc c'est littéralement connu. Oui, ça c'est la traduction française. Connu comme un vieux sou. Et à votre avis, de quel sou s'agit-il ? La pièce de monnaie, très bien. Ça n'a rien à voir avec un ivrogne. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec un ivrogne. Autrefois, les ivrognes étaient très connus également. D'accord ? Mais c'est ici la pièce de monnaie, oui, qui circule exactement dans toutes les mains et qui est tannée. D'accord ? Et donc, comme vous le disiez très bien, en français, on dirait plutôt être connu comme le loup blanc. D'accord ? On l'a signalé tout à l'heure, et comme on a déjà donné la traduction, je passe, mais c'était bien juste, évidemment. Voilà. Et celle-ci, je vois que vous connaissez. Je salue en vous de fins gastronomes. C'est dans les villes de casseroles qu'on fait les bonnes soupes. Je ne prononce pas bien, le picard n'est pas ma langue, donc. Mais enfin, vous l'avez compris, de toute façon, c'est ça. Et donc tout le monde a compris aussi le sens dans lequel c'est utilisé, évidemment. Okay. Oui. Parce que pour la suite, c'est important. OK. Bien. Donc,
Notez ici pour Tournai, on la connaît manifestement à bien d'autres endroits, et on la connaît partout en Wallonie wallonne, ose dire. Et ce qui m'intéresse dans cette expression, et c'est pour ça que je l'ai reprise, c'est qu'on la retrouve aussi en dehors du domaine roman. Donc, par exemple, chez mon ami Jean-Jacques, vous avez en fait en Brussels-Vlaams l'équivalent. In a Kachoul, mochte de beste soupe. D'accord ? En néerlandais, ça vous permet aussi d'apprécier la différence. In een oude kastrol, maakt beste soupe. Mais, et c'est là qu'on gagne à voyager, à s'enrichir, on ajoute quelque chose d'intéressant. En fait, ça marche. Il faut mettre une young wortel, donc une jeune carotte, pour que la soupe soit meilleure. Et j'ai eu le plaisir de retrouver ça, pas très loin de la frontière linguistique, dans le Brabant wallon, qui dit ouais, ça dépend de l'oucha qu'on y stick. Ça dépend de l'os qu'on y fourre. Une autre, vous connaissez celle-ci, hein, les pommes, alors je la donne, c'est Namur, je pense, Liège. Les pommes ne tombent pas loin et rient de l'arbre. Hein, donc littéralement, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Regardez, on le retrouve aussi en bruxellois. De appel valt niet ver van de boom. En néerlandais, de appel valt niet ver van de boom. En anglais aussi. Et en français, quel est l'équivalent? Alors, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, c'est la traduction en français. Mais les dictionnaires français n'ont pas cette expression. Oui, il y a par exemple, les chiens ne font pas les chats. Tout à fait. En voilà une qui est, elle, dans les dictionnaires du français, disons, de référence, comme on dit. Tel père, tel fils. Telle mère, tel fils. Vous voyez ? Beaucoup de variations possibles. Mais curieusement, ça se retrouve sur une aire très large, en tout cas à notre échelle. Encore une. Et là, ici, j'ai repris Tournai, je pense à ça. En Noé Raymond, il remonte tout bain. Vous connaissez aussi, hein? Donc un nouveau Ramon, un nouveau balai, balaye toujours bien. Hein, on dit ça, quelqu'un qui vient, hop, ça va changer l'atmosphère, ça va changer l'entreprise, on va voir ce qu'on va voir, et puis un mois après, c'est la cata. Et bon. En Nové Ramon, alors, on trouve à Bruxelles, on retrouve aussi en espagnol, ouais. Escoba Nueva Baeben. En anglais, en néerlandais, et une fois de plus, regardons nos compatriotes du Nord et leur intéressant développement, pardon. Donc, Nieuwe Bezemswegerschoen, donc les balais, oui, balayent bien, maar oude bezems kennen de alle hoeken en gaten. Mais les vieux balais connaissent les coins et les trous, enfin, bon, voilà. Ceci, c'était des extensions synchroniques. Alors, il y a les extensions dans le temps. D'accord ? Et vous retrouvez l'expression que j'ai soulignée tout à l'heure, qu'on avait déjà vue. Donc, ici, à Namur, il y a Silet, marmite, qui trouve si koviet. Donc, on la retrouve en néerlandais, oui, on la retrouve aussi en néerlandais, on la retrouve en allemand, et on l'avait, rappelez-vous, déjà souligné chez Meurier, à chaque pot son couvercle, et aussi chez Houdin. Donc vous voyez, ces expressions, ça part dans tous les sens, donc géographiquement des diffusions parfois très larges, et aussi des diffusions temporelles de la même manière. On doit être quelque chose comme ça, sans doute, des inécolinguistiques. Et ce qui m'intéresse dans tout cela, et je terminerai par là avant de répondre à vos questions, c'est qu'il y a deux visions possibles de tout ce genre de matière. La première, c'est une vision très folklorisante. Ah oui, ça c'est amusant. Et au fond, oui, il nous montre toute une série d'expressions. Il pourrait peut-être faire un dico des plus gros jurons en wallon et en bruxellois, par exemple. Ça, ce serait tof. Ça, c'est de la folklorisation. Je ne suis pas sûr que ça rende vraiment service
à ces langues qui sont aujourd'hui en danger. Pourquoi ? Parce que réduire le wallon, le picard ou le bruxellois à des injures ou à des expressions plutôt obscènes, c'est oublier que toutes ces langues, en fait, ont plusieurs registres, qu'il n'y a pas que du familier ou de l'obscène. Il y a aussi des expressions, je vous en ai montré, qui étaient extrêmement recherchées. Ce seront de vraies langues qui sont capables d'exprimer toute une série de trésors de la nature humaine. Et c'est ça qui m'intéresse, que ce soit du côté du wallon, du bruxellois, que ce soit du côté du français de Belgique ou d'ailleurs, que ce soit pour l'amazigh ou le luxembourgeois. Toutes ces langues que l'on dit minoritaires sont effectivement des langues qui disent probablement la meilleure partie de nous-mêmes. Il vous reste à le savourer. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore de tout cœur, Michel Francard, pour cette présentation si structurée, si riche, si interactive avec l'Assemblée. Alors, je me tourne vers vous pour d'éventuelles questions. Oui. Oui. Il me semble quand même qu'on a oublié vraiment le borinage. Parce qu'il faut que, comme tu l'as dit, on va t'amener au Séjamon. C'est n'y assez pour moi. Hein. Il n'a faut que ça. Et il a von armure, lich et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une miette dessus. Hein. Mais comme c'est Bérard à Saint-Valentin, il dira d'un cuir qui bat comme un cul de Pierrot. Merci. Bravo. Bravo, bravo. En tant que bruxelloise, je ne sais pas si ça appelle une réponse. Sinon, d'autres questions? Que pensez-vous de l'influence qu'a pu avoir Julos Bocarn dans le fait que toutes ces expressions et cette belle langue soient encore un peu connues et peut-être pas quand on a entendu parler wallon chez soi? Oui, Julos a fait le début de sa notoriété avec des chansons en wallon. Hein. Il les a très vite abandonnées, pour être clair. Il les a très vite abandonnés pour passer au français parce qu'il se rendait bien compte qu'il souhaitait passer une autre étape, mais il était très sincèrement attaché à la région en particulier, hein, Écosine. Alors, il a toujours tenu, et ça c'était neuf pour une partie en tout cas des gens de l'époque, il a toujours tenu un discours positif vis-à-vis de ces langues. Et si aujourd'hui le wallon et le picard se portent moins mal qu'on aurait pu le craindre il y a 10 ans ou 20 ans d'ici, c'est précisément parce que les représentations mentales qui étaient extrêmement négatives sont aujourd'hui devenues plus positives. Et c'est la conjonction de toute une série de facteurs, donc des personnalités comme Julos et d'autres chanteurs, toute une série d'études qui montrent qu'on a affaire à de véritables langues et pas des déviations, etc. C'est très important que la survie d'une langue qui est dite menacée, il y ait au minimum une forme de fierté, parce que c'est la fierté qui fait l'avenir d'une langue. Je fais juste une court détour. J'expliquais ça régulièrement aux étudiants quand on parlait d'histoire de la langue. Aujourd'hui, si le français est menacé par rapport à l'anglais, c'est moins par l'invasion de l'anglais que par le manque de fierté des francophones. Hein. C'est l'abandon des francophones eux-mêmes du français dans des domaines importants au point de vue technologique, business et compagnie, parce que ça n'a pas l'air de faire sérieux. C'est comme ça qu'une langue, progressivement, cesse d'être parlée, non pas parce qu'elle meurt, une langue ne meurt pas, mais parce que la communauté qui la parle s'en détourne progressivement, parce qu'elle trouve que ce n'est pas la langue, par exemple, de l'ascension sociale. Comment a-t-on vendu l'irrésistible progression du français à l'école primaire à partir de 1919 ? C'est en disant que le wallon ou le picard, c'était la langue des paysans et des ouvriers. Donc pas de promotion sociale avec ça. Donc c'est intéressant que vous ayez fait allusion à lui. Donc Julos a été une de ces personnalités qui ont contribué à créer un regard plus positif sur ces langues.
D'autres questions? Là-bas. Petite anecdote, il y a déjà quelques années, j'étais chez des amis qui habitaient à Lambersart, près de Lille, et on a regardé ensemble le DVD de Danny Boone, Asbarak et Anch'ti. Et sur le DVD, il y avait la possibilité de mettre les sous-titres en français. Mais je peux vous dire, on n'en a pas eu du tout besoin, parce qu'on s'est rendu compte qu'on parlait vraiment un patois très très similaire entre Mons et le nord de la France. Tout à fait. Donc, je dirais, il y a un Picard, donc, et ce Picard est transfrontalier, bien entendu. Évidemment, il y a des sous-variétés. Donc, on évoque le borinage, on évoque Mons, donc il y a des variétés différentes. Et je suppose qu'à Valenciennes, par exemple, c'est pas exactement la même chose, mais il n'y a pas de problème d'intercompréhension, pas du tout. Surtout à l'oral, évidemment. Je vous rappelle que toutes ces langues dont nous parlons ici, ce sont des langues fondamentalement orales. Elles ont peut-être une longue tradition écrite. Pour le wallon, je vous l'ai dit, depuis le XVIIe siècle. Mais pour la plupart des gens, on n'écrivait pas et on n'écrit pas en wallon ou en picard. Mais à l'audition, tout ça marche bien. Surtout dans le cas du picard, qui est quand même plus proche du français, dans sa phonétique notamment, que le wallon en général. Oui. Alors, je profite de votre intervention. Donc, vous avez appelé ça du patois. Patois. En Gaume, on parle aussi du patois gaumais. En Suisse romande, on parle des patois de la Suisse romande. En Wallonie romane, où on parle wallon, le terme patois est considéré comme extrêmement péjoratif. Extrêmement péjoratif. Donc, j'observe cela, donc je ne suis pas en train de porter le moindre jugement, mais un mot comme celui-là est décrié par certains et utilisé sans aucune connotation péjorative par d'autres. Pour moi, ça n'a rien de péjoratif. Non, j'entends bien. J'entends bien. Merci. Encore d'autres? Michel. Oui, merci pour ce beau parcours dans nos parlers régionaux. Toute petite remarque sur Gabriel Meurier, en fait, donc, qui est en fait picard, d'origine, parce qu'il est né à Avesnes, qui est aujourd'hui en France, mais à l'époque, qui était la sienne au XVIe siècle, on est dans les Pays-Bas espagnols, et il fera toute sa carrière à Anvers, en fait. Et donc, c'est quelqu'un de nos régions qui devait sans doute, en tant que jeune Avesnois, parler le picard. Et donc, après, je suis assez surpris qu'il ait d'ailleurs été publié à Lyon, j'ai vu, son bouquin sur les sentences, etc. quoi. Donc, voilà, c'est un petit commentaire pour dire qu'en fait, notre ami Gabriel Meurier, c'est un picard. Voilà. Très bien. Moi, je voulais vous poser une question. Quelle est l'origine du mot patois? Parce que je ne le connais pas. Alors, pour des mots qui ont l'air très simples, l'étymologie est très, très, très compliquée. Donc, une des hypothèses qui est la plus vraisemblable, c'est de rattacher ça à une racine onomatopéique pat, d'accord, qui sert aussi à désigner des verbes où on bafouille, où on comment vais-je le dire, oui, on s'empastrouille dans les mots, etc. Donc, c'est probablement lié à cette racine qui est très péjorative. Donc, ouais. Pataquès, oui, entre autres. Que pensez-vous des éditeurs belges qui éditent des auteurs belges et qui, pour conquérir le marché français de France, corrigent leurs auteurs belges en francisant leur parler belge? Oui. Une pratique qui a évolué au cours du temps. Donc je dirais qu'il y a 30 ans d'ici, c'était systématique. C'était systématique. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Oui, quand je dis ce n'est plus du tout le cas d'être systématique, mais il y en a encore, on est bien d'accord. Alors, en fait, je m'adresse d'abord aux auteurs belges, entre guillemets, ça dépend un peu d'eux. Si eux tiennent absolument à ce que, d'un point de vue stylistique, par exemple, la forme reste celle de Belgique, alors je crois qu'ils arrivent aujourd'hui à convaincre leur éditeur. Pour un bon nombre belge, donc ça n'a pas l'air de faire grand problème. Aussi. On constate quand même en France, franchement, un changement radical
vis-à-vis de ce qui n'est pas français de l'Île-de-France, notamment parce qu'en France aussi, il y a eu des prises de conscience. Savez-vous qu'en France, jusque dans les années 1990, il n'y avait pas d'études sérieuses, on va dire, sur les Français régionaux? C'était inconnu, j'exagère. C'était très peu suivi. En fait, ils faisaient encore de la dialectologie à l'époque. De la dialectologie, donc en fait les langues régionales, pas le français régional. Et ce n'est que dans les années 90 qu'il y a eu un mouvement beaucoup plus systématique d'études. Tandis qu'en Belgique, cette notion-là est travaillée depuis bien plus longtemps, bien entendu. Et aujourd'hui, des dictionnaires comme le Robert s'ouvrent donc non seulement aux francophonies extérieures, à la Belgique, au Québec, un peu à l'Afrique, mais s'ouvrent aussi à leurs propres français régionaux. Encore l'une ou l'autre question, oui. Quelles sont les différences entre patois, argot et dialecte? Oui. Alors, argot, rappelez-vous, parce que vous le savez certainement, au point de départ, ça désignait un idiome, une parlure, enfin peu importe le mot, qui était très spécifiquement lié à des situations de communication qu'on ne voulait pas laisser entendre par d'autres. Fonction. Je me demande si je ne vais pas parler sans micro. C'était la fonction cryptologique, comme dit. Donc, c'était souvent un villon, le langage des coquillards, des brigands, etc., etc. À l'époque moderne, ça s'est un peu affaibli comme sens pour désigner, au fond, toute parlure qui est considérée comme non accessible au grand public. On peut parler du jargon des informaticiens. D'accord ? Voilà, ça c'est une catégorie un peu à part. Patois, dialecte et langue, ça c'est sur le même tronc. Alors, patois, je l'ai expliqué, quand on a les trois, patois, dialecte et langue, patois est clairement alors connoté péjorativement. Et pour sortir de cette péjoration-là, on propose alors deux termes, soit dialecte, soit langue. Alors, dialecte est utilisé, surtout dans la tradition de dialectologie wallonne, pour désigner les langues régionales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dialecte, dans la littérature scientifique, a deux sens. Soit celui de langue régionale, de dialecte wallon, soit celui de variété d'une langue standard. Le français de Belgique, dans la littérature anglo-saxonne, c'est un dialecte. Alors pourquoi aller dans toutes ces difficultés alors que le wallon, le picard, ce sont des langues en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? C'est un système linguistique qui fonctionne avec une grammaire, une syntaxe, une prononciation qui est capable de dire ce qu'on a envie de dire. C'est ça une langue. Pourquoi le wallon ou le picard n'en serait pas une? Oui, il y a des différences de diffusion, de masse critique de locuteurs. Oui, tout ça est vrai. Mais du point de vue strictement linguistique, ce sont des langues à part entière. Et donc, personnellement, j'utilise celle-là, ça me paraît plus clair. Encore une question? Bonjour, je vais venir avec une question plus terre à terre. À Mons, on se piche beaucoup et il y a beaucoup de pichades. Moi, j'ai étudié à Bruxelles et on était une colonie de Montois à Bruxelles. Et en fait, au bout du compte, on voyait des Bruxellois qui traînaient avec nous, qui se pichaient au bout du compte, en fait. À leur tour, ils se pichaient et ils employaient ce je me piche et une bonne pichade et tout ça. Et je voulais savoir si c'est vraiment typiquement toi. L'expression, vous voulez dire, ou bien le phénomène? Le phénomène aussi, mais l'expression. Oui, l'expression est typique de la région, oui. Oui, elle est typique de la région. Et donc c'est normal que quand vous vous retrouvez dans un groupe comme ça, une sorte d'îlot linguistique, alors non seulement vous l'utilisez encore, mais vous les cultivez. Et vous avez le souci, évidemment, que d'autres s'en emparent pour faire partie. Et là, c'est un peu le mécanisme de l'argot. Il faut qu'on comprenne l'expression pour faire partie du groupe. C'est exactement ce mécanisme. Mais plus généralement, ce que vous expliquez là, c'est quelque chose qui se passe à une échelle plus large. Aujourd'hui, en Wallonie, vous savez, il n'existe plus de quartiers isolés ou de villages complètement coupés du monde.
Auparavant, de quartier à quartier, dans une même ville et de village à village, vous aviez des différences entre les parlers. Eh bien, tout ça est en train aujourd'hui de se standardiser, de se niveler, si vous voulez, et aboutit progressivement à des langues qu'on appelle koiné au point de vue technique, c'est-à-dire des langues de rassemblement. Et donc, je connais moins la situation pour le picard, mais sans doute qu'ils s'ancrent aussi en picard. Mais en wallon, par exemple, ils s'ancrent autour de Liège. Donc, les gens autour de Liège ne parlaient pas le même wallon que les Liégeois, il y avait des différences très nettes. Mais en venant à Liège, en ayant des contacts, etc., ils finissent par adopter une langue commune où les différences ont été biffées. Même chose à Namur, je le vois dans ma région d'origine, même chose aussi. Donc il faut un centre qui attire un brassage de population, et à ce moment-là se crée ce phénomène donc, de koiné, comme on l'a dit. Et juste encore pour dire un mot, ce que vous évoquez là, moi je l'ai vécu à Louvain-la-Neuve, avec les étudiants qui venaient coter à Louvain-la-Neuve et qui se regroupent aussi de la même manière, et ce sont les mêmes phénomènes qu'on y retrouve. Oui. Monsieur, éclairez ma lanterne, qu'est-ce que ça veut dire, picher? Pardon? Ah, d'accord. Et comment on l'utilise? Je me dis, ok, bien. Spiché, d'accord. Merci. D'autres questions? Non? Encore une dernière pour la route. Je cours. Je crois qu'il n'y a pas besoin de micro, mais... Merci. Alors, j'ai été étonné il y a quelques années de voir sur Internet un Acadien qui vivait en Louisiane et qui parlait cajun. Il s'appelle Thibaudot et il milite pour l'utilisation du français justement dans sa région. Et j'ai été étonné de vraiment le comprendre. Oui. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est pas de le comprendre lui, c'est que je ne comprends pas le wallon de Namur ou de Liège, mais que lui, qui vit à des milliers de kilomètres, je le comprends, parce que j'ai l'impression que son patois à lui est plus proche du mien. Comment ça peut s'expliquer, ce genre de choses? Alors peut-être que vous avez des ancêtres acadiens qui ont fait le grand dérangement et qu'à ce moment-là, tout ça revient à la surface. Plus sérieusement, je crois que vous avez eu de la chance, en fait. Il a utilisé des mots, dans ce que vous avez entendu, qui font partie d'un fond roman, qui est donc partagé depuis, dans le cas de l'Acadie ou du Québec, depuis la colonisation, notamment par l'ouest de la France. La plupart des colons qui ont été au Québec ou en Acadie venaient de l'ouest, un peu de Normandie aussi. Or, ces parlers régionaux de l'ouest, etc., sont très proches des nôtres en réalité. D'accord ? C'est évidemment le même fond roman commun. Donc vous êtes tombé sur des mots qui vous parlaient, mais franchement, il n'y a pas plus de proximité entre le Cajun et le Picard, peut-être dans votre cas, et le Cajun ou le Wallon. D'accord ? Ce sont les mêmes... Toutes ces langues dont je vous parle, par parenthèse, merci de me le suggérer d'ailleurs, elles viennent en droite ligne du latin. Ce ne sont pas des hybrides à un moment donné, donc elles viennent en droite ligne du latin. Donc le wallon vient en droite ligne du latin, comme le bourguignon, le picard, le français, l'italien, l'espagnol. Tout ça, c'est en droite ligne. D'accord ? Voilà. Merci pour toutes ces questions et encore merci évidemment à notre conférencier. Que je vous propose donc d'applaudir encore très chaleureusement. Merci. Voilà, un grand merci aussi au nom de la librairie Scientia, c'était super intéressant. Donc maintenant, vous avez les livres qui sont en vente là-bas et Michel Francard sera là pour les dédicacer.
Et nous, juste pour vous dire, donc on a lancé notre newsletter pour nos différents événements. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre la librairie sur les réseaux sociaux. Il y a le lien d'inscription de la newsletter. Et le Mumons en a une aussi, donc si vous voulez vous inscrire. Et la prochaine conférence dans le cadre de ce partenariat ici, ce sera le 27 mars avec Fabrizio Buccella. Et ça risque d'être complet assez vite. Donc voilà, il faudra être au taquet. Voilà. Merci à tout le monde.